On va démarrer, je pense. Donc, au menu, donc je parlerai du card advantage. Suite à la fin vers la fin de l'émission, on fera comme d'habitude la session où on va discuter des cartes ensemble, que ce soit des cartes de Magic ou de Hex. Et puis après l'émission, il y aura donc un IPS Dungeon spécial équipement d'arène. Voilà. Donc beaucoup d'équipements d'arène à gagner, de choses à gagner. Notamment, il y a un full set Darkspire, grosso modo, avec tous les Darkspire. Donc alors, il faut que je remonte un petit peu dans les cons. Je vais vous dire exactement ce que vous avez à gagner. Le gros lot de ce soir sera donc les 3 équipements Darkspire et 10 Darkspire, c'est-à-dire les 8 Commune Co et 2 fois la rare. Donc ça, c'est ce qui a gagné ce soir en plus de tout le reste dans l'IPS Dungeon. Voilà, allez, on va démarrer. Donc ce soir, je vais parler du concept le plus important des jeux de cartes en général à collectionner. Il s'agit du card advantage. Alors pour aborder le card advantage, je vous ai mis une superbe image entre guillemets, de la carte la plus mythique probablement qui traite du card advantage, qui montre le card advantage, qui est l'Ancestral Recall, qui est une vieille carte de Magic qui disait pour 1 piocher 3 cartes. Voilà, what else, hein. Je veux dire, ils ont jamais réédité une carte qui soit ne serait-ce que proche de cette puissance-là, assez bizarrement. Puisque se sont vite rendu compte que c'était un tout petit peu trop disproportionné de donner 3 cartes pour 1. Mais juste un tout petit peu. Donc jamais au grand jamais ils ont réédité quelque chose d'aussi puissant que ça. On va même dire qu'ils en sont quand même assez loin en termes de puissance de ce qui était derrière. Donc pour aborder le thème du card advantage, je vais parler de 3 choses différentes. Parler du réel coût d'une carte, parler du card advantage comme vous le connaissez tous, et je vais vous parler d'une notion qui est un peu plus difficile à cerner, que les gens appelaient quand ils ont commencé à écrire sur le sujet, le virtual card advantage, qui est un tout petit peu plus complexe à saisir et à bien comprendre, mais qui est au moins aussi important, voire même plus important en fait. Allez, je démarre. Voilà, je vais commencer par un exemple pour le coup d'une carte, un exemple déjà dans la vraie vie, un petit peu bateau, mais qui va, je l'espère vous éclairer un petit peu. Quand vous avez, je sais pas, dans un magasin, un t-shirt blanc qui vaut 10 euros, connerie. Vous vous attendez à ce que si vous payez 20 euros, vous allez avoir 2 t-shirts. Et si vous payez 30 euros, vous allez avoir 3 t-shirts. En fait, c'est pas totalement vrai parce que vous voulez, limite, vous dites si j'en achète plein, il faudrait que ça me coûte un petit peu moins cher. Mais grosso modo, c'est ça l'idée. Vous voyez, c'est pour tant d'euros, j'ai un item. Donc pour tant d'euros x 2, j'ai 2 items. Okay. En partant de cette base-là, on pourrait se dire que un Battle Hopper, ça coûte 1, c'est une 0-1. Donc avoir pour 3 une carte, donc le Surprise Runt Gang, qui dit que je crée 3 Battle Hopper, je pourrais me dire qu'en fait ces cartes sont équivalentes. Puisque d'un côté pour 1 j'ai une 0-1, et de l'autre côté pour 3 j'ai 3-0-1. Alors, pourquoi est-ce que ces cartes sont pas équivalentes à votre avis? Est-ce que quelqu'un peut me dire en quoi ces cartes sont vraiment très différentes? Qu'est-ce qu'apporte l'une par rapport à l'autre? Si possible avec un exemple, sinon je vais le fournir un exemple. Dire, si pour 1 j'ai une 0-1, ça paraît normal de se dire que pour 3 avoir 3-0-1 c'est pareil quoi. Mais est-ce que c'est vraiment pareil? Et sinon pourquoi? La place que ça prend dans la main, ça c'est une superbe réflexion ça. C'est ça hein? Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à avancer là-dessus? Bah en fait c'est plus ou moins la bonne réponse que dit Tartiflette là. C'est-à-dire que, admettons que vous ayez une main de 7 cartes. D'un côté vous avez une main qui est pleine de Battle Hopper et une main qui est pleine de Surprise Runt Gang. Les 3 premiers tours vous allez mettre 3 Battle Hopper, ok, il vous restera plus que 4 cartes dans votre main. Votre adversaire il va jouer une seule fois un Surprise Runt Gang, il aura 6 cartes dans la main. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Surprise Runt Gang crée du card advantage. C'est-à-dire que le coût d'une carte ne se résume pas à son coût en mana, mais le coût d'une carte basique, c'est une carte. C'est-à-dire ça vous enlève une carte de la main quand vous le jouez. Vous voyez? Parce que si on se disait que c'est juste le côté coût
qui fait qu'une carte est forte, alors l'ornithoptère que j'ai mis à côté, qui pour 0 est une 0 de vol, serait la meilleure carte de tous les temps. Pour 0 on a un corps. Ce serait génial. Et là intervient une seconde chose qu'a dit Lyris, c'est l'impact en plus de la carte. C'est-à-dire que, évidemment qu'une 0-1, vous mettez une 1-1 en face, elle est annihilée. Si le Surprise Run Gang donnait des 2-2, ça serait différent, mais ça voudrait dire quand même qu'à partir du moment où il y a des 3-3 sur la table, c'est annihilé. En tout cas, c'est restreint. Mais voilà, je vais juste déjà vous faire prendre conscience que le prix primaire d'une carte, ça paraîtrait con, mais c'est le fait que ça vous enlève une carte de la main. Hein. C'est-à-dire que une carte comme Surprise Run Gang est clairement jouable, alors que si on vous donnait à jouer Battle Hopper, vous ne le joueriez dans aucun deck, quasiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très très faible. Battle Hopper, ça n'existe pas, la carte Battle Hopper n'existe pas, elle est créée par d'autres cartes, mais si elle existait, ça serait très très mauvais, ou alors juste en synergie avec d'autres cartes. Voilà. Donc je voulais déjà mettre l'accent là-dessus. Et puis on voit quelque chose, donc comme a très bien dit Lyris, c'est que de toute façon, l'impact n'est pas énorme sur le board. Que ce soit l'une ou l'autre, l'impact sur le board est quand même pas énorme, ce qui donnera, ça va nous permettre de voir un autre aspect un peu plus important quand on parlera du Virtual Card Advantage, d'ailleurs. Allez, je continue. Donc, la première façon de prendre le card advantage, c'est des façons qui sont assez connues et assez intuitives en fait. Hein. C'est toutes les cartes, grosso modo, qui vont vous dire piocher une carte. Je prends Oracle Song qui pour 3 vous fait piocher 2 cartes. Évidemment que ça fait du card advantage. Je prends le Dreamer qui dit que quand il est bien gémé, à chaque fois qu'il touche l'adversaire, je pioche une carte, ça crée du card advantage. L'adepte de recherche, quand il arrive en jeu, s'il y a un artefact, je pioche une carte. Pareil, je joue une carte, donc je paye une carte en plus de son coût et je reçois une carte, donc ça fait du card advantage. J'ai pas dépensé de cartes en fait. J'ai juste dépensé des ressources. Et donc j'ai pris Cryptic Command qui est une carte ultra super jouée dans Magic qui lui fait contrecarrer, enfin, entre autres, hein, contrecarrer le sort ciblé, piocher une carte. C'est-à-dire vous la jouez, vous avez recyclé instantanément votre sort. Et il fait pas que ça d'ailleurs, mais bon. Dedans il y a piocher une carte. Donc en gros, déjà toutes les actions où il y a piocher une carte à la fin, c'est ce qu'on appelle des cantrips généralement. C'est-à-dire que vous faites une action, piochez une carte. Il y a des cartes qui sont très connues dans Magic, genre Repulse par exemple. Une action, ça fait effet boucanier et vous piochez une carte. Et il y a une même carte qui s'appelle Exclude qui fait contrecarrer le sort ciblé de créature, piocher une carte. Ça s'appelle des cantrips. Les cantrips sont ultra importants, notamment en limité. En construit, c'est très important aussi, mais là où ils sont vraiment le plus fort, c'est en limité, c'est-à-dire en draft. En draft, à chaque fois que vous allez avoir une carte qui fait un effet d'arrivée en jeu ou qui vous fait piocher une carte, il y a de fortes chances que c'est quelque chose que vous devez prendre. Parce que forcément, ça va vous créer un card advantage. Forcément. Obligatoirement. Genre, par exemple, le Sensei. Vous savez, pour 2, c'est une 1-1. Quand elle arrive en jeu, elle fait piocher une carte. Ça paraît rien, cette carte. Mais en fait, pour 2, vous mettez un corps et vous piochez une carte. Donc, c'est-à-dire qu'en card advantage, vous perdez rien et vous rajoutez un corps sur la table. C'est une carte qui est très élégante, qui est très sympa, qui vous coûte rien en fait. Plutôt que de rien jouer de passer votre tour, vous allez recycler et épurer votre deck. En piochant une carte de plus. Voilà. Donc ça c'est le card advantage qui est le plus facile à cerner en fait. C'est facile, c'est marqué dessus. Piocher les cartes, c'est pas très compliqué. Mais il y a d'autres façons de voir le card advantage, c'est notamment par la gestion. Alors le card advantage par la gestion, il prend pas mal de formes en fait. Alors j'ai pris des cartes de Magic pour prendre des exemples, donc je vais les détailler. Donc la première, j'ai pris Arc Lightning. Arc Lightning pour 3, c'est une carte de rituel, donc de basic action on va dire, qui dit que ça inflige 3 points de dégâts répartis comme vous le voulez sur la table, entre les créatures et les joueurs. Pourquoi est-ce que je dis que cette carte fait du card advantage? Bien sûr que la 1-1 vol qui quand elle quitte le jeu fait piocher une carte qui va générer du card advantage, mais c'est pas direct. Tu vois, c'est encore... C'est pas direct, ça nécessite qu'elle meure. Mais évidemment, oui, c'est une carte qui va générer un CA, quelque part. Tout à fait. Donc, je repose la question, en quoi Arc Lightning va ou peut générer du CA? Pourquoi est-ce que je dis que un Blast, alors que ça pourrait aller dans Philosophie du Feu, ça inflige des dégâts, pourquoi est-ce que je dis que cette carte va générer du CA? Probablement, pas toujours, mais peut en générer.
Exactement, voilà pour Sheden, ce qu'elle disait dans le Surprise Gang, c'est ça, c'est-à-dire que pour une carte, t'en poses 3. Même si ce sont des 0, t'as quand même 3 cartes qui ont été générées. Alors Acid Candy, elle fait potentiellement du 1 pour 3. Alors, dans une situation où il y a des... En fait, dans n'importe quelle situation où il y a une créature qui a un point de vie sur la table, elle va forcément faire du CA par rapport à un burn, à un choc traditionnel. Je veux dire, elle va infliger un point de dégâts qui va tuer une créature, donc déjà là vous faites 1 pour 1. Une carte, vous tuez une créature, puis vous lui mettez 2, ça fait un effet choc. Ou alors, vous pouvez très bien, à la fin d'un combat où tout a été blessé, raser le board. Et là, le CA est monstrueux, vous pouvez faire un CA de 3, genre, faites une phase de combat, vous savez, on le draft comme on en a plein. Phase de combat, vous attaquez, il bloque, les dégâts sont répartis, ok, très bien, les créatures vivantes, ça déblaye le tout. Hein, donc cette carte-là va générer du CA. Pas de la façon que vous le pensez, genre, je vais piocher une carte. Le fait de pouvoir répartir, de pouvoir toucher plusieurs cibles, va générer du CA. Deuxième exemple de card advantage qu'on peut obtenir, j'ai pris Im Tutorak. Im Tutorak est une vieille carte de magie qui dit pour 2, l'adversaire ciblé défausse de 2 cartes au hasard de sa main. Alors déjà, est-ce que ça vous fait pas penser à une carte de Hex? Il y a une carte de Hex qui fait pas la même chose, mais qui a le même impact, on va dire, en termes de nombre de cartes pures. D'ailleurs, on va peut-être même pouvoir discuter de la différence entre les deux. Il y a une carte dans Hex qui pour 3 fait défausser 2 cartes de la main de l'adversaire, d'accord? Alors, moi je vous pose la question, pourquoi est-ce que cette carte qui pour 3 fait défausser 2 cartes de la main de l'adversaire est 300 millions de fois inférieure à Intutura qui fait défausser 2 cartes aléatoires de la main? Pourquoi est-ce que Intutura génère un CA complètement monstrueux alors que donc je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs la carte de Hex, c'est Mindrot sur Magic pour 3 défausser 2 cartes. Je vais en parler ça après Shannon. Dans la deuxième partie je vais en parler justement. J'ai pensé à toi en me disant elle va me poser la question et il y a des gens qui peuvent se poser la question. Donc j'ai préparé cette réponse, un petit peu plus tard j'y répondrai. Voilà. Alors, non, il y en a même pour 3 je crois. Hein. Il y a une carte qui pour 3 fait défausser 2. Il me semble, non? Pour 3 ça existe dans Hex, ça, pour 3 défausser 2. Non? Enfin bref, peu importe. Alors prenons la carte de Magic qui est Mindrot. Mindrot est pour 3 une carte qui fait défausser 2 cartes de l'adversaire. Donc il y a Pathos qui m'a répondu, donc c'est aléatoire non choisi par l'adversaire. Oui. Alors le fait que ça soit aléatoire, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'en fait, généralement, la personne, quand vous lui faites défausser une carte et que vous lui donnez le choix, il va prendre la carte qui a le moins de valeur. Alors que si c'est au hasard, il a aucun choix. Donc le CA généré, en fait, implicitement, est bien plus fort que ça. C'est parce que vous allez pouvoir toucher à la valeur des cartes en plus. Vous voyez? Donc une simple carte où il n'y a pas marqué draw, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ne va pas générer de CA. Ça n'existe pas donc sur Hex pour 3 défaussés 2. Bon bah c'est sur Magic, alors c'est une carte très connue qui s'appelle Mindrot. Voilà. Qui génère des CA de base, hein, pour 1 fait de cartes. Mais Intutora qui est largement supérieur parce que vous ne laissez pas le choix à l'adversaire. Autre carte de CA que j'ai prise, donc la colère de Dieu. Ou destruction sur Hex. Là ça paraît évident. D'ailleurs, chose pour pousser un petit peu, quand vous jouez contre un deck dont vous savez qu'il a destruction, qu'est-ce que vous essayez surtout de ne pas faire? C'est-à-dire vous jouez en construit, vous jouez contre un deck, vous savez qu'il joue 4 destructions. Qu'est-ce que vous allez absolument éviter de faire? Pas vider sa main inutilement, c'est-à-dire de pas cracher sa main, de pas mettre 1 milliard de créatures. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Parce que si jamais il a la destruction en main, quand il la joue, s'il fait du 1 pour 1, c'est mauvais pour lui. S'il fait du 1 pour 2, c'est déjà bien. S'il y a 3 créatures de l'autre côté sur la table, là c'est dramatique. Il fait du 1 pour 3. Généralement, quand vous jouez contre un jeu qui joue des destructions, vous allez essayer de le forcer à balancer des mauvaises destructions. Sur 2 créatures sur 2 créatures, alors vous avez encore des choses dans la main. Voilà. Ça parce qu'on est à poil, parce que t'as plus de cartes dans la main, parce que t'as plus aucun avantage au niveau de tes cartes, t'as plus rien.
Donc vous le faites déjà inconsciemment, gérer votre CA. Quand vous êtes dans des situations comme ça, vous vous overextendez pas, comme on dit sur LoL. Vous ne mettez pas trop sur la table parce que vous savez qu'une destruction plierait la game. Pourtant, la destruction ne dit pas vous avez perdu la partie, mais vous savez inconsciemment que vous perdrez sur le long terme. Donc quasiment tout le monde a déjà expérimenté cette notion de carte d'avantage. Tout le monde dans les jeux de cartes à la collection expérimente le carte d'avantage. Ils ont juste du mal quelquefois à quantifier, à le cerner et à vraiment voir si c'est du CA ou pas. Et ça, c'est une des façons les plus simples de voir aussi le CA. Que le CA n'est pas forcément juste dans le terme piocher une carte. Ça, c'est aussi dans la gestion des cartes que vous avez in-game. Dernier exemple que j'ai pris, la Cannon Volley. Pour 6, je mets 2 points de dégâts sur 3 targets. Au final, vous pensez pas que Cannon Volley, c'est le papa de Arc Lightning, en gros? Je veux dire, en termes, c'est le gros Arc Lightning, au final. Ni plus ni moins. Vous voyez? Alors j'ai pris des exemples qui sont très similaires pour vous montrer qu'en fait, Cannon Volley vient pas de n'importe où. Moi, quand j'ai vu Cannon Volley, j'ai tout de suite pensé à Arc Lightning, en moins fort, mais quand même. Et c'est pareil, Cannon Volley, quand vous la jouez en draft, pourquoi est-ce qu'on dit qu'en limité c'est extrêmement fort? Pourquoi vous pensez que moi, personnellement, quand j'ai Cannon Volley en limité, c'est quasiment un stapic? Pourquoi? Parce qu'en draft, les créatures qui ont moins de 2 points de vie, ou même 3 points de vie, parce que vous pouvez le faire après une phase de combat, il n'y en a pas tant que ça, parce que cette carte va me générer du CA, et en plus peut retourner des boards, mais ça c'est encore autre chose. C'est marqué sur la carte génère du CA, point. En limité. En construit, c'est autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'en construit, c'est pas joué ça? Si je dis que ça c'est extrêmement fort, pourquoi est-ce qu'en construit, c'est pas joué alors? Y a pas de piège, hein. C'est une question bateau. Hein. Arc Lightning est très joué dans Magic. Hein. Très très joué. Trop cher peut se faire contrer. Ma question c'est pourquoi est-ce qu'une carte comme Arc Lightning qui coûte 3 et qui fait 1 partout... Enfin en fait non, c'est pas pourquoi. C'est... Arc Lightning est une carte qui est extrêmement jouée dans Magic. Qui pour 3 fait 1 partout. Alors que Cannon Volley coûte 6, inflige 2 partout et n'est absolument pas joué. Ça montre bien que déjà il y a 2 facteurs qui sont très importants quand vous décidez de construire un deck, même si on parle de CA, c'est que la première, le coût des cartes est très important, le tempo des cartes est très important, mais autre chose vis-à-vis du CA, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous touchez plusieurs cibles, je vais pas dire peu importe l'effet, mais l'effet a beau sembler si infime, mais en fait c'est très important, 1 point de dégâts c'est rien, vous faites 3 fois 1 point de dégâts où vous voulez, c'est pas du tout pareil en fait. Le fait de pouvoir cibler plusieurs créatures est généralement une source de CA. Le fait de pouvoir altérer l'état de 2-3 créatures, forcément, peut vous générer du CA. Alors avec ça en tête, est-ce que vous avez une idée de carte comme ça qui implicitement va vous créer du CA? Allez, je vais vous orienter, je sais pas, sur X. Il n'y a pas un Chinaré noir qui crée du CA comme ça? Si vous l'utilisez correctement? Un truc qui est très direct, c'est marqué dessus, limite c'est marqué fait du CA. Une créature noire qui fait ça. Le Waki, bien sûr. Le Waki, quand il arrive en jeu, il fait du CA. Il arrive en jeu, t'as un corps de 1, tu enlèves un corps en face généralement. Instantanément, il fait du CA. Tu joues une carte, tu retires une carte d'adversaire. Le différentiel est de 2. Dire l'état du board avant-après différentiel est de 2. Vous voyez? Donc, grosso modo, ce que j'essaie de vous dire, c'est ce que j'avais dit déjà dans le prélude, c'est-à-dire que toutes les cartes qui ont des effets d'entrée en jeu peuvent vous apporter du CA, mais pas de la façon dont vous l'entendez. Même une carte comme Boucanier est une carte qui va apporter un CA parce qu'elle apporte le corps. Vous vous rappelez le truc sur le tempo? Vous avez montré qu'en fait, il y a une énorme différence entre jouer un simple Time Ripple et jouer un Boucanier. C'est le corps. C'est la carte qui reste sur la table qui change les choses. Et c'est du CA, ça. C'est la carte que vous avez gagnée. Pour avoir la même chose, il aurait fallu que vous jouiez un Time Ripple et une bête. Là, en une carte, vous avez les deux. C'est pas exactement la même chose, on est d'accord, mais c'est pour schématiser. Le Dark Spire à 3. Ça, c'est une autre source de CA. La récursivité. C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'en ai parlé un petit peu après.
La récursivité est une source de CA, quelque chose qui revient encore et encore et encore est une source de CA. On prend le Darkspire qui, quand il meurt, soit fait défausser une carte, soit va chercher un autre Darkspire. Le fait que tu vas chercher un autre Darkspire que tu fais dans ta main, ça fait du CA. Forcément, ta carte t'a rien coûté, elle a fait une action, ou elle est morte sur une action, forcément, puisqu'elle est morte. Donc elle a déjà fait utiliser une carte à l'adversaire, et toi, tu en récupères une, donc forcément que ça fait du CA. Ou on prend le sbire, le mignon de Yakuzen, c'est pareil, ça va créer du CA implicitement. Évidemment. Puisque ça revient encore et encore. Le fait que ça revienne comme ça, ce qu'on appelle la récursivité, c'est pas très développé dans X, mais c'est extrêmement puissant dans Magic. Extrêmement puissant. Bah en fait si, il y a une carte qui montre à quel point la récursivité est forte. Elle est verte. Est-ce que quelqu'un peut me donner son nom? Dans X. Il y a une carte verte dans X qui montre à quel point la récursivité est pénible. C'est une légendaire. Vous la connaissez tous. Personne. Le Moss. Exact. Évidemment le Moss. Super pénible le Moss. Vous devez dépenser une carte, et même quand vous avez dépensé une carte, il reste une carte sur la table qui peut redevenir un Moss. C'est pour ça que c'est fort Moss. Ses stats sont impressionnantes. Pour 4 une 5-5 c'est impressionnant. Mais si pour 4 c'était une 4-4, les gens le joueraient quand même. Hein. Dire, si on enlève la stat de base 4-4 et qu'on équilibre un peu, on fait une 3-3 le token, ça serait joué. C'est le fait que ça revienne comme ça qui fait mal. D'ailleurs, il y a un super équipement en blanc. Il y a un équipement pour une carte blanche qui existe dans l'arène. Qui touche le cavalier, la 3 de vol, vous savez. Qui dit que quand elle meurt, elle fait pop un 2-1 vol. Je sais pas si quelqu'un a déjà essayé cet équipement, mais c'est juste magnifique comme équipement. Tu rêverais que ce chevalier, il ait vraiment ça comme capacité quand même. Ça serait génial. Il serait juste trop fort, quoi. Trop bien à jouer. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de cartes d'advantage par gestion comme ça qui vous vient en tête? Que ce soit dans X ou est-ce que là essayez de profiter, est-ce qu'il y a des cartes dans X là où vous dites ok, la Xantote. Voilà, ça c'est un très bon exemple. D'ailleurs c'était dans notre discussion. La Xantote va créer du CA, pourquoi? Pourtant c'est bizarre quoi, elle fait rien, elle va pas tuer. Mais elle revient. Même si elle coûte cher, elle revient. Elle fait un effet, mais elle revient. Elle fait un effet et elle revient encore et encore. Vous êtes obligé de passer au-dessus, vous êtes obligé de jouer autour d'elle. Très chiant, très pénible. Il y a une excellentissime carte qui coûte extrêmement cher dans X, qui coûte 9, qui s'appelle Résurrection, vous savez. Alors, Uruna, c'est pas pareil. Uruna, c'est pas de la récursivité. Uruna, c'est pas de la récursivité, ça fait un effet quand ça touche, qui va créer une carte, qui va générer une carte, je suis d'accord. Mais c'est pas de la récursivité. Et Zakir, c'est pas de la récursivité non plus. Ça crée quelque chose. Ingenuity Engine, c'est pas de la récursivité, c'est juste... ça crée quelque chose. Il y a une carte qui est extrêmement jouée en ce moment qui crée du CA toute seule. C'est quoi? Une carte qui est ultra jouée en ce moment. Qui fait un CA tout seul. Elle est sur la table, elle fait du CA. C'est quoi? Elle n'a même pas besoin d'attaquer, elle a juste besoin de rester vivante. Probablement la légendaire la plus jouée du moment. Non, CMK ne fait pas du card d'advantage tout seul. Fauconnier ne fait pas du card d'advantage. Si, il fait mais c'est pas pareil, il crée pas quelque chose tous les tours. Non, Cloud il a besoin d'autre chose. Moi je parle d'une carte qui n'a besoin de rien. Riz, exactement. Riz est une carte qui crée du CA. Instantanément. Et ça touche un petit peu ce que tu disais chez Den, du CA sur la table. Ça crée quelque chose sur la table. Riz. Donc, toutes ces formes comme ça de CA, où on met CA, tout le monde pense à piocher, mais ça fonctionne pas comme ça. En fait, chaque décision et il y a des cartes qui vont vous créer du CA de façon indirecte, mais il faut quand même cerner, il faut quand même le voir que ça vous crée du CA. C'est pour ça que Riz c'est fort. Je vais vous donner un autre exemple, après vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi d'ailleurs. Chaque tour, ça vous crée un artefact aléatoire. Moi, je vous dirais une chose, si ça crée des 2-2 par tour, ça serait tout aussi joué. Si Riz disait je crée une 2-2 tous les tours, ça serait joué quand même. Parce que ça crée une carte. Tant que la carte peut attaquer et bloquer, ça sera joué.
CMK, oui, je suis d'accord, CMK crée du CA. Et ça, c'est encore c'est une autre mécanique. CMK va donner un effet Sensei, va donner un effet de recycling à toutes tes cartes. Donc oui, évidemment que c'est extrêmement fort. Je dis pas l'inverse, ça je parlais juste d'une carte qui fait du CA par elle-même. Voilà. Zombie Plaque, c'est différent encore. Mais j'en parlerai après. Allez, je passe à la suite. Alors là, je vais parler de Virtual Card Advantage. Alors ça, c'est une notion un petit peu plus délicate, mais il y a un truc qu'il faut bien comprendre dans X et dans les autres jeux de cartes, c'est que généralement les gens traitent du CA comme si les cartes étaient équivalentes. Mais les cartes, elles sont pas équivalentes. Elles sont pas du tout équivalentes. Je veux dire, regardez, je prends le premier exemple entre le Surprise Round Gang et l'Enfant des Flammes. Donc le Surprise Round Gang, ça crée 3-0-1. Et Enfant des Flammes, ça crée 3 créatures rouges aléatoires. Vous allez me dire, mais ça fait du 3 pour 1 les deux. Les deux cartes font du 3 pour 1. Pourtant, l'Enfant des Flammes est supérieur en cartes. On est bien d'accord qu'Enfant des Flammes est plus fort que Surprise Round Gang. Donc il y a bien une notion de valeur. En termes de, quand vous la jouez, vous pouvez pas résumer, vous pouvez pas toujours résumer ça à juste la carte que vous piochez ou que vous générez. Et aussi qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je pioche et qu'est-ce que je génère. Normal. Autre exemple, je prends donc la sorcière, je sais pas ce que c'est en français, la sorcière qui fait gagner 3 points de vie quand elle arrive en jeu, et Glousodon qui fait gagner 4 points de vie quand il arrive en jeu. Je passe sur l'autre effet du Glousodon. Mais il paraît assez évident que le Glousodon est une carte qui est bien meilleure que la Witch. Dire, ça l'outclass en termes de stats, il fait gagner plus de points de vie, il a le même effet, il a la même chose, il fait la même chose, il génère le même type de CA. Mais c'est plus fort. Autre chose, Erise et la grande concubine, au final, ça fait la même chose. Quand ça reste sur la table, ça crée une bête. Et même Uzume, elle a un point de défense de plus, donc pour ce genre de carte, tu te dirais que Uzume devrait être plus jouée. Pourquoi est-ce que Uzume est pas plus jouée? Parce qu'elle est moins forte. Parce qu'elle est juste moins forte. Parce qu'il ne faut pas payer deux. Parce que les Shinare générés peuvent être moins forts que les artefacts générés. Parce qu'elle coûte trop cher. Donc on est bien d'accord qu'en fait le CA c'est bien. Mais il faut quand même réussir à piocher des cartes qui en valent la peine. Parce que les cartes ne sont pas équivalentes. Chaque carte dans un deck ne sont pas équivalentes à l'autre, forcément. Vous allez essayer d'avoir les meilleures cartes pour votre deck, on est bien d'accord, mais elles sont pas équivalentes. Vous pouvez pas traiter ça en disant j'ai pioché 3 cartes. Moi je dis une chose, c'est très facile de faire un jeu qui pioche. Essayez de faire un jeu avec 40 piocheurs, vous allez en piocher des cartes. Vous allez piocher soit des cartes qui font piocher, soit des terrains. Donc qui vont piocher encore des cartes qui font piocher. Donc à la fin le CA n'est utile que si vous vous en servez pour faire quelque chose. Vous voyez? Il faut que cet avantage de carte ne soit pas juste virtuel pour le coup. Il faut que ça se concrétise vers des vraies menaces et une vraie façon de gagner, vers des vraies bonnes cartes. Vous ne pouvez pas dire ok, je fais du 1 pour 3, c'est bien. C'est bien, mais si les 3 cartes que tu as générées se font outclass par tout le reste, ça ne sert à rien. Je suis pas complètement d'accord avec Ogrimmar. Par exemple, un Mega Hulk plie la partie, un Junkbot plie la partie, un Ptero généralement est très très bon. Je suis pas complètement d'accord. J'entends le fait que la plupart des lapins vont être utiles, mais il y a des artefacts qui juste plient la partie. Le Wardrop Ship va plier la partie. Le Gardien Éternel va plier la partie bien plus que n'importe lequel des Shinare que tu vas pouvoir faire pop, pardon. C'est bien plus puissant. Le panel d'artefacts qui peut retourner la game est plus important que le panel de Shinare qui peut retourner la game. En plus de tout le reste, je suis d'accord avec toi sur ce que tu dis. Hein. Ok. Donc voilà, donc tout ça pour dire, tout ce petit signal pour vous dire, attention, c'est bien de générer du CA, mais il faut le faire pour quelque chose. Les cartes n'ont pas la même valeur en Magic. Enfin, dans X non plus. Même dans tous les jeux de cartes d'ailleurs. Ah, j'ai parlé d'une autre chose dans le Virtual Card Advantage qui va toucher un petit peu, qui est un petit peu, ça s'appelle le blanking. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire le blanking? Qu'est-ce que c'est le blanking?
En fait, au final, là vous avez dérivé, on s'en fiche de pourquoi c'est moins fort. Le fait est que c'est moins fort. Ça fait le même effet, mais c'est moins fort. Ça fait le même type d'effet, mais c'est moins fort. C'est juste pour vous montrer que les cartes avaient des valeurs différentes. On va pas débattre sur Zoomé et Riz, quoi. Ouais, là je suis d'accord avec Phenom. La principale raison pour laquelle Riz est supérieur à Zoomé, c'est son coût. C'est le blanking. Non. Alors le blanking, c'est essayer de limiter, voire d'annihiler des cartes qui sont jouées par votre adversaire. Je vais faire ma chieuse, comme d'hab, mais depuis tout à l'heure, tu parles de cartes d'avantage en parlant des cartes dans la main et sur la table. Commence par expliquer clairement ce que c'est le card d'avantage. Eh bien, le card d'avantage, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer avec le premier exemple, c'est que dans une partie de Hex, tu commences avec 7 cartes et ton adversaire aussi. Et chaque tour, tu pioches une carte. Ok? Donc, quand j'ai pris l'exemple avec la carte qui pour une carte en génère 3, c'était pour te montrer qu'au final, si tu jouais des cartes qui en généraient d'autres et qu'à la fin tu avais plus de solutions que ton adversaire dans la main, c'est ça le card d'avantage. Le card d'avantage, c'est en effet avoir plus de cartes sur le board, en main, et surtout avoir plus d'options pour en avoir. C'est-à-dire qu'avoir plusieurs façons d'avoir plus de cartes dans ta main que dans celui de l'adversaire. Parce que un jeu de cartes à collectionner, grosso modo, il est évident, et ça on l'a déjà expliqué, que si tu as plus de cartes que ton adversaire dans la main, il y a plus de chances que tu t'en sortes. Évidemment. Donc, chaque action que tu vas prendre qui peut te faire gagner une carte par rapport à ton adversaire, tu vas la prendre. Évidemment que de toute façon, les cartes d'avantage se résument grossièrement et vulgairement à avoir plus de cartes que l'adversaire. Là, la question n'était pas de décrire vraiment ce qu'était le card d'avantage, parce que ça c'est facile à appréhender. Le plus difficile, c'est de savoir comment en générer. En fait, ça recoupe un petit peu aussi ma toute première émission qui était de dire c'est se donner le maximum d'options tout en réduisant les options de ton adversaire. Je dirais même mieux. Les meilleurs joueurs, non seulement ils réduisent les options de l'adversaire, mais ils les contrôlent. C'est-à-dire que quand tu arrives à faire en sorte que ton adversaire aille où tu veux qu'il prenne l'édition que tu veux qu'il prenne, bah, t'as la main mise sur la partie, tu vas la gagner probablement. Mais oui, évidemment, de toute façon, ce que tu dis est logique. Le card d'avantage, c'est avoir plus de cartes sur la main, sur la table, oui, c'est ça, évidemment. En fait, et pour être honnête, d'ailleurs, j'aurais dû appeler ça le card d'économie, ça aurait été un peu plus... Mais c'est beaucoup plus complexe et c'est pas si facile que ça à expliquer. Mais soit. Donc, je disais, donc le blanking, pour reprendre un petit peu, le blanking, c'est la faculté que vous allez avoir à annuler, annihiler et réduire l'impact des cartes de votre adversaire. Alors, je vais prendre un exemple très très simple. Votre adversaire joue des meurtres. Beaucoup de meurtres. On va dire même le méta est rempli de meurtres. Si vous jouez un Drew, on est bien d'accord que le meurtre dans sa main ne sert strictement à rien. En allant un petit peu plus loin, si vous jouez un jeu artefact, on est bien d'accord que tous les meurtres de sa main, c'est comme si elles n'existaient pas. C'est même pire qu'un terrain, ça ne sert à rien. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont entrés dans cette situation, vous avez un meurtre dans la main et en face la seule créature est une créature artefact. Et bien c'est exactement comme si vous n'aviez pas de carte dans la main. C'est ça le blanking. C'est-à-dire que quelquefois vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont blanc, comme on dit, une carte de l'adversaire. Je vais prendre un exemple très très simple. Là, votre adversaire joue Heatwave. Alors bah vous, comme sur mon jeu lapin que j'avais montré, moi je joue une carte qui donne plus 2 à un certain type de créature. Bah, je sais qu'à partir du moment où j'ai joué cette carte, la Heatwave va avoir un impact complètement réduit, voire quasi, peut-être pas nul, mais va avoir un impact diminué de 50, 60, 70%. Et la façon dont il va utiliser Heatwave, ce sera forcément couplé avec un autre sort. Donc déjà, c'est moi qui vais contrôler un petit peu ce qu'il va faire de son Heatwave. C'est moi qui vais dire, ok, si tu as juste Heatwave, ça servira pas. Ça veut dire que le tour où tu vas te servir de Heatwave, il y a de fortes chances que tu fasses une action qui soit du card disadvantage, parce que tu vas coupler un sort à Heatwave pour se débarrasser de mes cartes.
C'est ça le blanking. Il y a d'autres façons de le voir aussi, j'ai mis avec un autre exemple. Ça c'est quelque chose que tout le monde a expérimenté en draft, mais c'est ça aussi le blanking. Votre adversaire fait un départ aggro, il joue 2 orques. Si vous mettez un Gawain sur la table, on est bien d'accord que les 2 orques pour un moment, ils sont blancs. C'est-à-dire que pour les premiers tours de la partie, ça va forcer une action de notre adversaire, ça le force à faire ça s'il veut que ses cartes soient vivantes. Sinon ses cartes sont mortes. On est d'accord, il va forcément être en carte disavantage. Ça va forcément être mort. Ça va forcément stall pour toi, ça veut dire que tu auras stabilisé le board. C'est ça aussi blank des cartes. C'est des Évidemment, ce type de blanking là est beaucoup plus fragile. Mais c'est ce qu'on appelle généralement stabiliser un board. Et c'est ça aussi le card blanking. Voilà. Hein, c'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez un gros bloqueur, j'aurais pu prendre un autre exemple, genre une 4-4 inciblable devant des 2-2 là. Eh ben, ces 2-2 c'est pas comme si elles n'existaient pas, mais leur impact a diminué de 90%. On a tous connu ça en draft en fait. C'est ce qui va donner aussi le tempo de la game. C'est-à-dire que grosso modo, c'est un petit peu genre, je mets une grosse créature qui peut bloquer tes bêtes, donc tes bêtes qui sont sur la table là, on s'en fiche, tu vas devoir attendre pour piocher une autre solution. Vous voyez? Ah, ça a planté? C'est revenu là, c'est bon? Ok. Donc, qu'est-ce que vous avez pas suivi en fait? Tout le monde a eu le bug? Ah d'accord, bon, ça va. Il n'y a que pour l'Iris. Donc l'Iris, dis-moi un petit peu, je peux réexpliquer, ça me pose pas de problème, dis-moi ce que t'as pas suivi en fait. Si c'est rien, je peux tout refaire, hein. Ça réexplique, c'est pas très grave. Donc de toute façon, comme ça, je vais faire le dernier exemple, puis après je vais tout reprendre, comme ça ce sera plus simple et ce sera mieux pour tout le monde. Le dernier exemple que j'ai, c'est l'Imtutura. Vous vous rappelez cette carte qui pour 2 fait défausser 2 cartes au hasard de la main. Est-ce qu'il y a un moyen de blank ce genre de carte? Est-ce que vous savez que votre adversaire joue 4 Imtutura? Vous le faites en fait, naturellement. Vous êtes en draft, vous voyez que votre adversaire joue beaucoup de discard. Qu'est-ce que vous allez éviter de faire et qu'est-ce que vous allez faire en fait? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour blank ce genre de carte? Ne plus avoir de cartes. C'est-à-dire que si vous avez vu, première partie draft, le mec il joue 2 fois le moustique qui vous fait défausser une carte de votre main. Si vous en avez l'occasion, à la game 2, si vous reste une carte dans votre main, qu'il a toujours pas joué de moustique, si vous voulez avoir une chance de blank ces cartes, un effet de ces cartes, vous allez jouer la carte. Parce que sinon vous avez un risque de la perdre. Mais tout le monde a connu ça, genre pour ceux qui jouaient Inquisition ou Caresse en... Comment dire? Inquisition ou Caresse en construit. Quand vous voulez piocher en mid-game et que l'adversaire a plus de cartes en main, c'est comme si vous aviez rien pioché, on est d'accord? C'est même pire qu'un terrain, vous n'avez rien pioché. L'autre façon de jouer au tour, Picas le dit très bien, c'est de le bait, c'est dire je garde la carte en main pour dire s'il l'a, il va la jouer dans le vent. Mais ce que je veux dire par là, en faisant ça, vous pouvez blank les cartes de votre adversaire. Si vous avez conscience que votre adversaire joue ça, ben vous videz votre main. Ah, et ben là on rentre dans des choses qui sont un peu plus compliquées en disant oui, mais alors s'il joue sa petite extinction, on est dans la merde. Ben, c'est bien pour ça que c'est assez sympathique de pouvoir jouer les deux dans un même deck. On est d'accord. Mais encore une fois, ça ce sont les basiques du card advantage. Là on parle dans de la construction de deck, là on parle dans ce qui est vraiment intéressant dans un jeu de cartes. Une fois que tu as tout ça en main, tu dis ah oui mais en fait ça plus ça c'est fort. Puis après tu vas monter un deck qui va allier discard et destruction. Tu vas dire putain c'est cool. Puis tu vas te rendre compte qu'en fait quand tu fais ce genre de deck, tu vas forcément t'orienter vers contrôle, qui suscite d'autres problèmes, c'est-à-dire que tu vas devoir générer des cartes d'advantage, et puis après tu vas devoir avoir une win-con. Et il va falloir que tu fasses une tambouille de tout ça pour avoir un deck, et c'est pas si facile que ça, mais là on rentre encore dans autre chose. Moi j'essaie juste de vous donner une approche, un concept sur quand vous allez faire vos decks. Donc pour reprendre un petit peu les exemples, donc ça c'est des exemples de blanking, il y en a plein d'autres. Hein. Premier exemple, c'est jouer des cartes, qui ne sont pas affectées par les cartes de votre adversaire. Votre adversaire joue meurtre, meurtre est une carte qui dit détruisez la créature ciblée non artefact, et bah si vous jouez des cartes qui sont artefacts, il y a de fortes chances que le mec qui joue meurtre ait des cartes complètement mortes dans sa main. Autre type de blanking, mais ce qu'on appelle aussi stabiliser un board généralement en fait, c'est dans la même famille, c'est vous mettez un bloqueur qui est assez gros pour bloquer 2 créatures, vous allez générer du virtual card advantage, ça s'appelle, c'est-à-dire que quand on regarde le board, le mec il a, pour rejoindre un petit peu ce que disait Sheldon, quand on regarde le board, le mec il a beau avoir 2 cartes en face de lui, votre carte est dominante, vous avez l'avantage du board.
Donc en fait, ce card advantage qui est de dire je compte les cartes sur le board, il y en a plus que moi, quand vous avez un gros bloqueur qui tient la table, ça ne vaut rien. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle ça du virtual card advantage. Parce que évidemment que ça fait pas directement de card advantage, que ça se voit pas. Mais ça s'impacte par contre, on voit l'impact. C'est là qu'on touche aussi à l'impact d'une carte en fait. Évidemment que c'est pour ça que c'est exactement pour ce genre d'exemple que vous allez prendre Gawain en draft. Gawain pour 3 une 3-2 initiative en draft, bah voilà, ça fait ça. Ça met un stop à quasiment tout ce qu'il y a au sol. C'est ce que vous voulez la plupart du temps, mettre un stop sur ce qu'il y a au sol pour pouvoir développer votre jeu. Généralement, c'est pas quand vous draftez humain sur X, c'est pas le Gawain qui tue. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Gawain va stabiliser le board, le temps que vos inspirations fassent le taf et que les bêtes qui arrivent après tuent. C'est relativement rare que vous tuez Gawain, vous le jouez pas pour ça généralement. Hein. Je dirais même plus, c'est relatif. À partir du moment où vous commencez à attaquer avec un Gawain, c'est que vous avez outrageusement le board généralement. Alors je me trompe peut-être, mais moi d'expérience, c'est ce qui se passe. La plupart du temps, vous allez le mettre en def. Bien. Donc troisième aspect du Virtual Card Advantage, le recycling. Alors le recycling peut prendre pas mal de formes en fait. Le premier effet... je vais prendre un petit scénario comme ça, vous allez pouvoir essayer de visualiser la chose. Vous êtes tous arrivés à un moment où vous êtes au top deck. Au top deck, qu'est-ce que vous détestez piocher? Vous êtes au top deck, on est au 20e tour, qu'est-ce que vous détestez piocher? Quelle est la carte que vous ne voulez pas voir arriver? Des Landes. On est d'accord. Alors, le fait est que il y a un truc qui est très très fort dans un jeu, c'est quand vous arrivez à faire en sorte que vos cartes éventuellement mortes ne le soient plus. C'est-à-dire que, comment faire en sorte qu'un land soit plus une carte morte? Il y a une carte dans Magic qui a ouvert la voie qui s'appelait Détrousseur Ondin. Détrousseur Ondin, c'est pour ça que moi, quand on m'entendait jouer sur X, chaque fois je dis, putain, j'aimerais bien un looter. C'est ça, Merfolk looter, c'est Détrousseur Ondin. Qui était une créature qui pour 2 était une 1-1. On l'activait, on piochait une carte et on défaussait une carte. Mais c'est absolument génial ça en fait quand vous êtes en fin de partie. Parce que ça veut dire qu'en gros vous piochez une carte et vous enlevez la carte qui a le moins de valeur de votre main et vous la mettez au cimetière. Vous remplacez une carte par une meilleure value forcément. C'est-à-dire que chaque tour ça va améliorer votre main. Et quand vous êtes dans une situation de top deck, avoir un effet looter comme ça peut tout simplement vous faire gagner la partie. Il y a un artefact sur X qui fait... Alors il y a le Stargazer qui a le même effet, quasiment. Il y a un artefact sur X qui fait ça. Mais là c'est différent parce que tu supprimes toutes les landes du deck, oui, mais alors c'est une carte qui coûte extrêmement cher, qu'il faut que tu sacrifies pour faire l'effet, c'est différent. C'est pas vraiment dans le côté recycling ça. C'est plus dans une optique de combo que de recycling. Et je disais donc il y a un artefact qui fait cet effet. Si on rappelle un artefact qui coûte 4, qui dit vous payez 1, vous l'engagez, vous piochez une carte, défaussez une carte. Et ben moi je vous dis, si vous êtes dans une partie, vraiment un bon conseil, un pro-type entre guillemets. Quand vous êtes dans une draft, quand vous avez drafté un jeu lent, ou un jeu artefact, ou quand vous vous retrouvez dans un match-up qui se joue au tour 15, parce que les jeux sont relativement équivalents, parce que ça se joue sur le sol, le laboratoire secret vous fera gagner, la plupart du temps. Parce que le fait que vous allez améliorer votre draw comme ça en mid-game et en late-game, fait que vous gagnerez, la plupart du temps. C'est une carte que je rentre très rarement, parce que j'en draft pas non plus 1 million, c'est une unco je crois. Mais très sincèrement, c'est une carte dont l'effet est sous-estimé en limité, parce qu'après, en construit, malheureusement, c'est trop cher. 4, c'est trop cher. Le fait d'activer pour 1, c'est trop cher aussi. Mais en limité, rappelez-vous bien de ce que je vous dis. Si vous êtes dans un match-up qui dure, dans un match-up où vous savez que ça va pas jouer tout de suite, que vous n'allez pas vous faire rusher, ni que vous allez le rusher, que ça va jouer late game, qu'en plus, si vous avez des bombes dans votre deck, mettez un laboratoire secret, vous verrez. L'effet que ça a. Vous allez pouvoir recycler les landes que vous piocherez en late game pour prendre des vraies menaces, ou recycler les drops 1-2 pour avoir des vraies menaces. Cet effet looter est très très important, c'est un réel manque en fait d'ailleurs sur X, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas assez en fait je dirais. Il y a la gargouille volante saphir qui fait ça, le problème c'est qu'elle coûte extrêmement cher et qu'elle le fait qu'une fois. C'est pas quelque chose qui est soutenu, c'est pas quelque chose qui est constant, elle le fait une fois l'effet looter.
C'est déjà bien. Il y a une carte qui est très 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 intéressante, qui a un potentiel énorme et qui est bleue, qui coûte 2. Est-ce que quelqu'un est capable de me la donner? Il y a une carte qui donne un effet looter à toutes les bêtes de votre deck, qui coûte 2. Est-ce que vous vous rappelez de la carte? Elle est bleue. Et ça, moi je vous dis, cette carte, peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose, il y aura des choses à faire avec. Ça s'appelle Dream Dance, tout à fait. Dream Dance est une basic action qui dit pour 2 à chaque fois que pour toutes les decks toutes les cartes de créatures qui sont dans votre deck, quand elle arrive en jeu, pioche une carte, défausser une carte. Franchement, c'est chiant parce que on se dit ok, je dépense une carte pour rien, mais quand ça commence à tourner ce genre de truc, c'est énorme. C'est juste énorme ce que ça apporte. Personnellement, je m'étais amusé à faire un jeu réanimateur. Bon, il n'y a pas encore toutes les pièces pour faire un jeu réanimateur, mais c'est juste monstrueux quand ça se met en place ce truc. Hein. Juste monstrueux. Vraiment, vraiment bien. Voilà. Autre façon de recycler une carte. On va prendre l'exemple de la Géode X. Géode X est un artefact qui pour 0 fixe une couleur. C'est-à-dire que vous choisissez bleu, rouge ou blanc et vous ajoutez le seuil. En fait, le problème c'est qu'après vous avez une carte pour 0 qui est sur la table qui ne sert strictement à rien, qui est morte. Mais en fait, si vous arrivez à avoir des cartes qui font en sorte que ça la rend vivante, c'est totalement différent, ça ajoute une réelle plus-value à votre deck. C'est-à-dire que sa première fonction, vous allez rentrer la carte pour fixer une couleur et puis d'un coup ça devient quelque chose. Donc l'exemple que j'ai pris est assez simple avec le Foreman qui transforme un artefact en 3-3. Normal. Et avec le Flag Scrapper qui dit je casse un artefact, je mets 2 à quelque chose. C'est-à-dire que en gros, je peux recycler les cartes de diverses façons, c'est pas juste piocher, défausser. Si vous avez une carte qui semble morte mais que vous allez recycler comme ça, c'est très très bien. Il y a un autre exemple avec Bunoshi. Quel est l'exemple typique où Bunoshi recycle une carte morte? Un exemple typique de draft. Vous avez tous vécu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple typique de draft où Bunoshi va recycler une créature qui est morte? Entre guillemets. Une carte morte. Il y a un vol bleu n'est pas une carte morte. Là je parle d'une situation où en fait vous allez avoir une carte morte sur la table, Bunoshi va faire en sorte que ça la rende vivante. Voilà, Picas a la bonne réponse. Bunoshi va pouvoir recycler une créature qui a pris un Inner Conflict. Ou alors qui a pris un Mesmerize. C'est-à-dire que la carte, lui, votre adversaire, a utilisé une carte pour gérer votre bête, mais vous allez utiliser cette bête, donc ça vous coûte rien par le pouvoir du héros, et ça va mettre plus 2 quelque part. Ça c'est du CA. Hein. C'est caché, mais c'est évidemment du CA. Le fait d'utiliser une créature qui était déjà morte, qui est une carte qui était déjà morte, ça va générer du CA. CA virtuel. Et puis d'ailleurs, Bunoshi est un superbe exemple de Virtual Card Advantage quand il s'agit d'un pack de cartes. Puisque grosso modo, un moustique, c'est exactement ça. Un moustique, un vol. Vol de vie, c'est rien du tout. Mais pour tous ceux qui l'ont testé, un 3-3 vol de vie, c'est énorme. La carte que vous sacrifiez, la plupart du temps, elle vaut 300 fois le coup. Donc ça veut dire que de ce qui semble être un card désavantage, l'impact sur le board et le virtual card advantage que vous allez avoir sur le board est énorme. Parce que si jamais vous infligez ne serait-ce que 3 avec le moustique, vous mettez 3, vous gagnez 3. Combien de cartes votre adversaire va devoir dépenser pour revenir dans cette course? Vous voyez? C'est pour ça que Bunoshi est très forte en limité. C'est pour ça que le plus 2 qui va embellir une carte peut être extrêmement puissant. Parce que les cartes elles sont designées d'une certaine façon. C'est pas pour rien que le moustique il est pas 3-3 vol pour 2. Il y a une raison pour laquelle vous connaissez, il y a une seule carte qui a des stats équivalentes. Grosso modo, c'est le Vampire King, qui pour 4 est une 3-4 vol de vie. Vous vous rendez compte que le moustique, au final, il arrive tour 2, il attaque tour 3, c'est une 3-3 vol de vie. Vous voyez? C'est du CA. Indirect, mais ça l'est. Virtual card advantage, pour être exact. Sur le board. Tu vois, ça touche un petit peu à ce que tu disais, Sheden. Ce n'est pas uniquement compter les cartes sur le board. Le card advantage se compte aussi en impact de cartes, en ce qu'il faut à l'adversaire pour gérer ça. Prendre un exemple très simple. Vous jouez contre un jeu rouge. Admettons un mono rouge, quoi, quelconque. Vous savez qu'il joue 4 burn, 4 hitwave. Vous savez qu'il joue ça. Vous savez qu'il joue pas de Crackling Bolt. Vous le savez parce que vous connaissez Alice, peu importe, vous le savez. À partir du moment où vous allez mettre une 5-5 sur la table,
Cette carte, la 5-5, elle en vaut pas une hein, pour le jeu rouge. Hein. Puisque forcément, il va forcément devoir craquer plusieurs cartes pour pouvoir la gérer. Forcément. Un jeu burn classique, pour pouvoir gérer votre 5-5, qui est une carte, il va en cramer plus d'une. Donc cette carte, dans cette situation, va vous généraliser. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous connaissez les decks, vous connaissez les cartes, que vous connaissez les cartes que joue votre adversaire, et que vous jouez des cartes qui lui posent problème, le fait de dire je pose une carte qui pose problème, c'est généralement dire si tu veux gérer ma carte, il va falloir que tu craches plus d'une carte. Et donc je vais t'épuiser. Et donc je vais gagner la guerre du CA, indirectement. Juste par le choix de mes cartes et par la valeur intrinsèque de mes cartes. C'est ça le virtual card advantage. Aussi. Ça englobe tout ça. Dernier effet, dernière chose qu'on voit dans le virtual card advantage, l'effet de recycling. Alors l'effet de recycling, il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a la façon, le pur recyclage, c'est-à-dire comme le root phaser. C'est-à-dire que pour 2, c'est génial le root phaser parce que ça dit, tant que tu n'as pas les 7 ressources, hein, tant que tu n'as pas les 7 ressources, tu vas payer 2 et tu vas chercher une autre carte que tu vas pouvoir utiliser. Et quand tu as les 7 ressources, tu peux le jouer. Ça c'est vraiment très très bon, c'est pour ça que c'est très très bon d'ailleurs. Mais cet effet de recyclage, le fait de pouvoir échanger une carte qui m'est inutile pour une carte qui m'est potentiellement plus utile, qui sera forcément plus utile, c'est ça aussi, c'est une forme de carte d'advantage. Le Psychatog est encore différent. Psychatog, c'est un petit peu dans le même optique que vous piochez des landes en mid-game quoi. Psychatog est une carte assez mythique de magie qui dit vous défaussez une carte de votre main, il prend plus 1 plus 1. Vous retirez vous exilez 2 cartes de votre cimetière, il prend encore plus 1 plus 1. Donc en gros, si vous piochez un land, c'est pas grave, ça va nourrir le Psychatog et ça va lui donner plus 1 plus 1. Voilà. C'est-à-dire que réussir à utiliser les cartes qui semblent être mortes et en faire quelque chose, ça fait partie du virtual card advantage aussi. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, tout ça, c'est pas forcément quelque chose qui est évident à saisir, c'est quelque chose qui est assez vaste. C'est quelque chose qui s'acquiert avec l'expérience, le fait de pouvoir dire ok, vous savez, ça touche même à genre, si vous suivez bien mes streams, je dis souvent, j'ai pas envie de craquer cette carte pour ça, et vous le faites tous. Vous dites non, j'ai pas envie de jouer ça pour gérer ça. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous savez que votre carte sera plus efficace sur une autre carte. Qu'il y a plus de chances que cette carte-là, utilisée sur celle... Enfin, je vais prendre un exemple assez simple. Vous avez, je sais pas moi, vous avez 2 anti-bêtes dans la main. Et vous savez que votre adversaire, il joue 2 cut blood dans son deck limité. C'est la 1-1, blocade, etc. etc. Bah, inconsciemment, vous allez garder au moins un anti-bête dans la main le plus possible au cas où il pose le cut blood. Parce que vous savez que si le pot vous avez perdu, vous savez que ça en vaut pas la peine en fait. Que le problème que vous allez gérer ne vaut pas la peine par rapport au problème qu'il peut vous poser plus tard. Ce genre de décision comme ça, c'est très très important dans le jeu. Et il n'y a que l'expérience qui va vous faire prendre ces bonnes décisions là. Et l'intuition, mais ça je reviendrai la semaine prochaine. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le card advantage et le virtual card advantage. Encore une fois, ce sont les basiques du card advantage et du virtual card advantage. Chaque point que j'ai traité, je pourrais aller encore plus loin, mais ça prendrait au moins 1 heure chacun. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme d'habitude, je vais discuter avec vous de certaines cartes que j'ai choisies, de Magic et de Hex, et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez vis-à-vis du card advantage, la position de la carte par rapport au card advantage, en quoi ça apporte du card advantage, en quoi ça n'apporte pas. Discutons. Bon, maintenant que j'ai expliqué tout ça, est-ce que tout le monde se rend compte que cette carte qui s'appelle Ancestral Recall est une immondicité qu'il ne faut jamais revoir dans un jeu de cartes? Donc qui dit pour 1 piocher 3 cartes. Est-ce que nous sommes tous d'accord sur ce chat pour dire que cette carte ne doit jamais être éditée? Ni dans Hex, ni dans Magic, ni quelque chose de proche, ni dans DOC, ni dans ce que vous voulez. C'était éphémère évidemment, ça c'est pas drôle, c'était pas éphémère. Hein? On est bien d'accord que ça, il faut dire non. Hein? Il y a des bonnes cartes, il y a des cartes qu'on aime jouer, puis après il y a les cartes qu'on dit non mais c'est trop fort. Carte PvE ça. Ça c'est une carte pour délirer en PvE, vous voyez. Genre de cartes que j'aimerais voir en PvE. En légendaire PvE, tu vois. Ça serait rigolo. Ça me plairait. Mais sinon non.
Sinon juste non. Faut dire non. Alors. Oh, pardon. C'est bon. Je vais remonter un peu les calques. Je vais prendre le premier. Voilà. Allez. Je commence par une carte. Alors, je vais la décrire pour 3. Ça met un token 3-3 sur la table éléphant. C'est un rituel. C'est une basic action. Pour 3, vous mettez un token 3-3 éléphant. Ça fait penser à Crash of the Beast. Et ça, le flashback. Flashback dit que vous pouvez jouer la carte comme si elle était dans votre... Enfin, vous pouvez jouer la carte depuis votre cimetière comme si elle était dans votre main. Pour son prix de flashback. Et son prix de flashback, c'est pour 4, vous la rejouez. Et après, une fois que vous l'avez rejouée, vous exilez la carte. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette carte? Est-ce que ça génère du CA? Pourquoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pensez que cette carte a eu un impact dans Magic? Dans quel genre de jeu? Un CA en fin de game. Alors attention, on ne peut le refaire qu'une fois le flashback. Hein. Le flashback est une capacité qui se fait qu'une seule fois. Pour cycling, non. Non, c'est... Non. Tout à fait. Non, ça revient pas en main. C'est pour 3, c'est une 3-3. Les rituels va dans le cimetière. Si vous payez le coup de flashback, vous mettez le truc en exil et vous mettez notre 3-3. Bah, cette carte a été extrêmement jouée à l'époque d'Odyssée, qui était probablement un des meilleurs blocs standards de Magic. Tout simplement parce que c'est une façon très très élégante de faire du 2 points. Pour 3, vous mettez une 3-3, classique, normal. Pour 4, vous en avez une 3-3 plus tard dans la game. Genre vous n'avez plus rien à jouer. C'est un 2 pour 1 élégant, clair, net, sans discussion. Sans rien. Elle est quasiment parfaite la carte, quoi, en termes d'équilibre, elle est très très forte. Pas pétée. C'est le genre de carte qui a donné une solution. Par exemple, à l'époque, il y avait des jeux mid-range, on va dire, qui jouaient cette carte-là pour jouer contre les jeux contrôle et avoir une solution de plus, pour avoir une bête de plus, une menace de plus, une 3-3 de plus qui va arriver à un moment donné. Une très très bonne carte. C'est pas parce que la carte est pas fancy, vous dites pas waouh, c'est trop fort, mais il faut bien réfléchir. Ça, c'est juste bien. C'est pas ouf, c'est juste bien. Moi, une carte comme ça dans X, ça me plairait limite. Hein. Franchement, ça me plairait. Je la jouerais, je pense. Clairement. Ce serait un très très bon drop 3 que je jouerais. Je jouerais plus ça que Crash of Beast, vous voyez. Largement même. Je jouerais ça x4 plutôt que Crash of Beast x4, personnellement. Parce que c'est plus stable. Pour moi. Je trouve ça meilleur. C'est mon avis. Allez, je passe à la suite. Carte exceptionnelle dans Magic, ça. J'en ai déjà trop dit, mais c'est pas grave. Donc Témoin éternel. Témoin éternel est une carte qui pour 3 est une 2-1. Quand elle arrive en jeu, vous prenez une carte de votre cimetière et vous la mettez dans votre main. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc pour 3, c'est une 2-1. Quand elle arrive en jeu, vous prenez une carte de votre cimetière, vous la mettez dans votre main. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme carte en fait dans... Quelle carte dans X... Enfin, comment dire, qu'est-ce qu'il faudrait comme carte comme dans X pour réunir ce que fait cette carte? Quelle carte il faudrait assembler dans X pour avoir ça? Et encore, ça serait même moins fort. Gouvernante de la tombe, ça y ressemble. C'est quand même moins fort, gouvernante. Call of the Grave, bonne réponse. Il faudrait une de 2 et un Call of the Grave. Et encore, ça serait moins fort parce que Call of the Grave, ça ramène qu'une bête, ça ramène pas n'importe quoi. Mais c'est ça, hein. Ah, ça, c'est une vraie carte très élégante de CA. Franchement, c'est une de mes cartes préférées dans Magic. Hein. C'est un 2 pour 1 écrit sur la carte qui te permet de faire beaucoup de choses. Très 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 bonne carte. Très 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 bonne. Peut-être même trop bonne, trop forte. Elle aurait mérité d'être rare à l'époque. Mais non, elle était pas rare. C'était juste une unco.
Ça fait penser au hacking aussi, c'est vrai, mais en moins fort. Car ça, c'est supérieur au hacking, c'est 50, 100 fois supérieur à no hacking, hein, ce truc. Imaginez, je sais pas, moi, je vais prendre une séquence. Regardez, je prends mon jeu lapin là, que je vous ai joué. Je joue, je sais pas, le truc qui fait 3 tokens. Alors regardez, non, dans le type CA débile. Pour 3, je joue le truc qui fait 3 tokens 0,1, je joue ça. Je le ramène, je refais 3 tokens 0,1. Combien j'ai fait de CA en une action? Vous voyez? Excellentissime carte. Ça aussi. Alors cette carte là, qu'est-ce que j'ai pu la jouer? Qu'est-ce que j'ai apprécié à jouer? Lingering Soul. Donc Lingering Soul c'est pour 3. Ça met 2-1-1 vol blanche sur la table. Et c'est un flashback qui coûte 2. C'est-à-dire, vous vous rappelez, flashback c'est comme le Call of the Heart. C'est-à-dire que quand c'est au cimetière, vous pouvez l'exiler et vous refaites l'action une fois. Donc pour 3, je mets 2-1-1 vol. Ça paraît pas dingo. Flashback 2. Je remets 2-1-1 vol. Au final, cette carte, c'est du 4 pour 1. Extrêmement puissant ce truc. Dans quoi est-ce que vous pensez que ça a été le plus joué ce truc? Dans quel type de jeu vous pensez que ça a été le plus joué à l'époque? Ça l'est toujours d'ailleurs. Agro pour Kensako. Tout le monde pense comme Kezako? Dans un jeu token, oui, il y a un jeu token qui tourne avec ça actuellement en moderne. Oui, évidemment, il y avait un jeu token, il y avait un jeu aristocrate à l'époque qui jouait ça. Bah en fait, ça se jouait dans les deux, hein. Ça se joue en aggro évidemment dans des versions token, dans le jeu aristocrate de l'époque on appelait ça, qui était un blanc noir rouge, assez sympa à jouer, mais ça se jouait également en contrôle. Pourquoi est-ce qu'à votre avis ça se joue en contrôle ça? Bah, je vais vous répondre, c'est assez simple, c'est que non seulement ça vous donne des bloqueurs early, puis ça vous donne une condition de victoire aussi. Une fois que vous avez géré la table, que tout ce que vous avez à faire c'est mettre des points de dégâts, bah des 1 à vol c'est pas mal. C'était joué également dans contrôle et dans Esper. Et oui. Ça vous achète du temps en début de partie. Pour 3, vous pouvez bloquer, gagner du temps. Si vous gagnez du temps, vous gagnez du temps pour contrôler. Si vous avez contrôlé, une fois à la fin, ça va servir pour tuer. Donc c'est une carte qui était extrêmement versatile, qui est toujours extrêmement versatile, qui est extrêmement forte. Et le fait que ça génère des cartes. Pour une carte, vous allez en générer 4 en tout. C'est très très bien, c'est très très fort, c'est ce qu'on recherche. C'est une forme de cercle qui est très appréciée. Et puis bon, si la personne est obligée d'utiliser un sort pour gérer un token, c'est du bénéf. Alors, donc ça j'ai déjà mis. Withering Touch. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Withering Touch? Donc oui, pardon, j'ai pas donné la carte pour ceux qui connaissent pas. Donc pour 1, l'adversaire révèle toutes les cartes non créatures non terra de sa main. Vous en choisissez une, vous l'achetez. Pourquoi est-ce que je dis que cette carte... Pourquoi est-ce que je vous mets cette carte dans une émission qui parle de card advantage? Alors que ça n'a pas l'air d'en faire, c'est du 1 pour 1. Pour aller un petit peu plus loin, quel est le concept dont je n'ai pas encore parlé, qui est illustré par ce genre de carte? Il y a une... C'est un nom en fait, ce sont des cartes de... Ça s'appelle des cartes de disruption. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des cartes qui vont empêcher un plan de l'adversaire de s'exécuter.
C'est-à-dire qu'en fait, ça va faire du CA, mais du VCA en fait. Ça va faire du VCA parce que ça va annihiler un de ses plans de jeu, ça va blank un de ses plans de jeu, ça va l'empêcher de développer son jeu comme il le veut, et ça va aller dans le sens que je vous ai donné, c'est-à-dire que ça va réduire les options de votre adversaire. Et en plus de ça, vous avez les informations de sa main. Donc en fait, c'est un 1 pour 1, mais c'est un 1 pour 1 qui vous amène, qui vous donne un avantage à vous en termes de cartes dans la main. Vous enlevez la meilleure carte de spell de la main. Alors évidemment, vous pouvez ne pas toucher. On est d'accord. On est d'accord. Mais si ça touche, alors à ce moment-là, c'est très bien pour vous. C'est forcément bien pour vous-même. Si ça touche, peu importe ce que ça touche, vous êtes forcément content. Donc Zant, on a déjà parlé, donc je vais passer. Zombie Plague. Donc Zombie Plague est un enchantement, une constante qui dit au début de votre tour, vous révélez 3 cartes au hasard du deck adverse, vous mettez -1/-1 à ces créatures, et si jamais elles ont 0 de défense après cette opération-là, vous mettez un zombie sur la table. Est-ce que cette carte génère du CA? Est-ce que c'est une bonne carte? Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise carte? Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que... Ouais, en quoi ça génère du CA? En quoi ça peut en générer? Personne? Ça dépend du deck en face. Ah, donc déjà, première chose, c'est pas constant comme effet. C'est quelque chose qui est conditionnel. Si il se passe quelque chose, alors ça fait autre chose. Tu détruis ou réduis la puissance des futures bêtes. Si tu touches des bêtes. En fait, quel est le principal problème de cette carte et qui fait qu'elle n'est pas jouée? Ou peut jouer pour une légendaire. Pourtant, l'effet est cool. Vous mettez des 2-2 sur la table. Si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est génial. Mais sinon, si tous les si que ça engendre ne sont pas résolus, ça fait juste que vous avez payé 3 pour quasiment rien faire pendant quelques tours. Vous avez investi 3 pour faire rien pendant quelques tours. Évidemment que ça peut être très fort. En fait, là où c'est très très fort, c'est si vous en avez 2 sur la table. Hein? S'il y en a 2 sur la table, c'est complètement différent, hein, parce que, à part si le mec d'en face ne joue quasiment pas de créatures, c'est vraiment... voilà quoi. Donc là se heurte un petit peu le problème du CA et du tempo. Vous voyez, si vous jouez des cartes ACA mais qui en plus sont conditionnelles, c'est-à-dire les cartes ACA quasiment de base, pas toutes, mais la plupart des cartes qui font du CA direct comme ça, du CA, elles vous font perdre du tempo. Alors si en plus c'est conditionnel, hein, il faut avoir un vrai plan de jeu derrière. Il faut avoir de quoi soit aller la chercher, ou soit de quoi être sûr pour le protéger quelques tours, ou vous voyez. Donc ce genre de cartes comme Zombie Plague, ce sont des cartes de CA, mais en fait ce sont surtout des win conditions cachées. C'est-à-dire que si vous voulez faire fonctionner cette carte, vous allez devoir faire un jeu autour, donc faire en sorte que cette carte devienne une win-con. Donc c'est un petit peu différent, vous voyez, c'est un tout petit peu différent des cartes qu'on voit à CA habituelles. Moi je vois cette carte plus comme une win-con qu'une réelle façon de générer du CA. Voilà. C'est pour essayer de vous faire réfléchir là-dessus, c'est pas forcément... Il y a des cartes comme ça, vous vous dites que c'est du CA, en fait vous réfléchissez, vous faites bon, est-ce que c'est vraiment du CA? Pas vraiment. Très conditionnel. Vampire King. J'attends vos remarques. Hein. Donc c'est une 3-4 vol pour 4, vol de vie, qui dit que quand elle touche,
l'adversaire, il révèle Vampire de sa main. Vous prenez une carte au hasard de sa main. Si c'est une créature, vous la prenez, vous la transformez en 2 de vol, elle vient de 2 de vol lifelink, elle vient sous votre contrôle. Ça aussi, ça génère du CA. Hein, puisque quand ça touche l'adversaire, non seulement ça. Alors, c'est pas tout le temps, c'est conditionnel. Mais ça peut lui enlever une carte de la main tout en vous en rajoutant encore une. Ça fait un CA de 2. J'en enlève une, j'en mets une. Ça touche. Alors, comment est-ce qu'on peut jouer autour d'un Vampire King quand on a le choix? On parlait de blanc une carte. Vampire King, c'est très très fort. Mais au final, si vous n'avez pas de créature dans la main, c'est juste une 3-4 vol. Vous voyez? Demandez à Repet. J'ai joué contre Repet, je jouais en mono rouge. Il avait Vampire King sur table. Rien à foutre. Hein. Mais vraiment rien à foutre. Puisque de toute façon, j'avais pas de créature dans la main. Pour moi, c'était juste une 3-4 vol. Ça reste extrêmement fort. Ça, dans une vie, j'avais un plan à côté. Ok, on est d'accord. C'est très très fort comme carte. Voilà, mais voilà, c'est ça, Sheden. Oui, mais c'est juste une 3-4 vol de vie. Et c'est pour ça que c'est joué. C'est-à-dire, au final, même s'il n'avait pas sa capacité, il serait joué. Même si Vampire King n'avait pas sa capacité, il serait joué. On est d'accord avec ça. Hein. Une 3-4 vol de vie pour 4. C'est très bon. C'est très très bon. C'est là qu'on voit la différence entre Vampire King et Zombie Plague, vous voyez. C'est là que je voulais vous amener. C'est-à-dire que Zombie Plague, si ça marche, ça fait du CA, ok. Le Vampire King, c'est encore mieux. C'est un bon corps qui, en plus, peut vous faire du CA. Vous voyez. Quelquefois, l'effet de CA, il faut faire la distinction entre quelque chose qui va t'apporter du CA mais qui en fait est une mauvaise carte, et une bonne carte qui peut en plus t'en faire. Quelquefois, quand on parle de ça, moi j'ai eu pas mal d'expériences comme ça avec des joueurs qui débutaient Magic. On leur parlait, on expliquait ça, puis après ils revenaient le lendemain avec un jeu qui piochait plein de cartes, mais quelquefois ils piochaient juste pour piocher, ou leurs cartes faisaient piocher, mais elles étaient mauvaises à côté. Donc faites attention. Après cette émission, n'allez pas faire un deck avec un milliard de trucs qui fait piocher. Réfléchissez, c'est pas parce que c'est marqué piocher sur la carte que c'est forcément une bonne carte. Bon, là on en revient dans le classique, Broadcaster, je pense que vous avez compris. Donc pour 5, c'est une 3-2, quand elle arrive en jeu, elle détruit la troupe qui a un coup de 3 ou de moins. Ça paraît assez évident. Hein. Pour 5, j'ai un corps qui détruit un corps adverse, génération de CA. Je pense que ça, après l'heure que je viens de passer avec vous, c'est assez facile à comprendre. Alors pourquoi est-ce que c'est pas joué en... C'est pas une mauvaise carte, pourquoi est-ce que c'est pas joué en construit cette carte à votre avis? C'est une carte qui est plutôt élégante, pourquoi c'est pas joué? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour qu'elle soit jouable en construit cette carte? Trop cher. C'est vrai. Voilà. En fait, le souci, c'est ses stats. On en revient un petit peu à ce que je disais, c'est-à-dire que si cette carte était, admettons, une 4-5 pour 5 qui fait cet effet, on y réfléchira 2 fois pour la jouer quand même. Hein. 4-5 pour 5 qui fait cet effet. Hein. Donc en fait, encore une fois, l'effet qui est très très bon ne vaut pas spécialement la carte de base qui est assez mauvaise en fait. Pour 5, une 3-2, c'est mauvais. Vous voyez? Donc on en revient un petit peu à cet exemple avec le Vampire King et puis, la vague de zombies. Attention, tous les effets d'entrée en jeu sont pas forcément bons pour du construit. Par contre, en limité, c'est OP.
Pourquoi est-ce qu'en limité c'est OP d'ailleurs? Pourquoi cette carte est un must-have en limité et à ce point nul? Bah, c'est tout simplement parce qu'en limité, les mecs ils ont pas 1 milliard de burn et d'anti-bet. Parce que cette 3-2 va forcément trade à côté. Parce qu'elle va vraiment faire son 2 points tout le temps. Alors qu'on construit pas tout le temps et que c'est cher et que ça arrive plus tard et qu'on a moins le temps. Allez. Donc on en a déjà parlé. Donc je vais pas le montrer. Et voilà. Le pic. Alors qu'est-ce que vous pensez du pic par rapport au card advantage? Est-ce que c'est vraiment du card advantage? Qu'est-ce que c'est en fait comme carte? Il y a un autre terme qui va mieux à ce genre de carte que card advantage ou draw. Phénom qui est un joueur de mono bleu. La plupart du temps, quand tu joues pique, pourquoi tu le joues? Qu'est-ce qui te fait jouer pique? C'est pas un cantrip. Parce que c'est pas un cantrip parce que ça n'a qu'un seul effet, c'est de prendre une carte en main. C'est un tutor, c'est du quart quality, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous jouez cette carte, vous allez faire un CA mais qui est très indirect, qui est plutôt dans le virtual card advantage, c'est-à-dire que vous allez chercher la meilleure carte parmi les X premières cartes du début de votre bibliothèque, dessus de votre bibliothèque, pour une certaine situation. La plupart du temps, vous allez vous en servir pour aller tutoriser quelque chose. Genre, vous avez besoin d'un contre-sort pour assurer votre raise, vous avez besoin d'une Mastery of Time, vous avez besoin d'un grave, vous avez besoin de quelque chose. Ça s'appelle du dig en fait. Parce que là, c'est pas un vrai tuteur, vous faites pas tout le deck. Ça s'appelle dig, ça s'appelle creuser dans le deck. C'est du digging en fait, vous allez chercher dans le deck votre solution. Hein. Donc c'est pas vraiment du CA, mais en fait, la résultante sera du CA, plus ou moins. Pas tout le temps, mais sera du VCA en fait, parce que ce que vous allez jouer va vous aider à prendre, reprendre, finir la partie, prendre le board, etc. Mais c'est pas vraiment du CA, hein. Ça rentre pas vraiment dans le pur CA, c'est pas de la vraie pioche. C'est plus ça, c'est plus une idée de tutoring, de creuser dans le deck pour chercher une solution. Hein. Cette carte-là ne vous générera pas de CA directement. Voilà. Bien. Alors j'ai fini avec les exemples comme ça. Est-ce que vous avez des exemples de cartes que vous voulez discuter un petit peu? Genre vous dites, bah tiens, est-ce que ça c'est du CA? Vous avez quelque chose comme 4-5 minutes, même pas 2-3 minutes là, avant que je passe à ma petite conclusion de l'émission. Et s'il y a des cartes comme ça où vous dites, tiens, est-ce que ça c'est du CA? Est-ce que ça c'est vraiment? Bah, profitez-en maintenant, pendant qu'on est dans le thème. Comme ça, quand on mettra l'émission sur YouTube, il y aura d'autres exemples pour ceux qui regarderont a posteriori l'émission. La corruption, Relentless Corruption, c'est du CA. C'est du CA, c'est clairement du CA. Cette carte, elle me fait penser à une carte qui s'appelle Connaissance accumulée. Connaissance accumulée est une carte d'un Magic qui disait pour 2, tu pioches une carte plus autant de cartes qu'il y a de connaissances accumulées dans tous les cimetières. Donc à ta première connaissance accumulée pour 2, tu piochais 1, puis à ta deuxième, tu piochais 2, puis à ta troisième, tu piochais 3. C'est très bon. Le principal défaut en fait de Relentless Corruption, je pense, c'est pas vraiment son coût, parce que moi ça me va, je trouve ça bien. C'est son double seuil qui m'emmerde la plupart du temps en fait. Parce que ça permet pas de faire des jeux comme ça où tu aurais besoin d'un moteur de pioche autre que noir. Donc c'est un petit peu différent. Pot of Prosperity. Pot of Prosperity, c'est de l'anti-CA. C'est de l'anti-CA. Le bot shop en draft. Le bot shop, c'est ce qui fait piocher. Excellentissime. Si tu as un jeu artefact en draft, le bot shop est très bon. Et il peut te faire gagner la draft. Sans problème. Évidemment. Ça aussi, mais c'est des effets d'entrée en jeu qui vont faire du CA contre certains decks. C'est juste un peu plus conditionnel, tu vas le rentrer pour une carte de side, Picasse, cette vénène. Et oui, évidemment que ça crée du CA. Non seulement ça crée du CA, mais en plus ça peut détruire une stratégie adverse.
Alors la corruption, et pour revenir à la corruption, c'est une très bonne carte en fait, hein. C'est une très très bonne carte. Elle est borderline pour être vraiment un must-have dans les jeux noirs, mais elle est très très jouée. Et moi c'est une carte que j'apprécie beaucoup et ça génère du CA, oui. Ça, bah alors, voilà, alors, j'en parlerai juste après Shiden. Juste après l'émission quand j'aurai cut, je parlerai un petit peu de ce qui est à venir. Ça viendra. Le bot shop est très bon, Calcidoui, donc voilà, Pika, j'ai répondu. Pas d'autres questions? Pas d'autres cartes comme ça que vous voulez soumettre à cette émission en termes de CA? Enfin, qui permettrait de discuter du CA et des cartes à CA. J'ai une question, mais en limiter les cartes comme le labo, la gargouille sur un deck de 40 cartes, est-ce que c'est pas dangereux? Non. Bon, les parties qui se finissent à la meule sans enjeu meule sont très 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 rares. Très 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 rares. En fait, tu vas le. Mais même en fait. Parce que tu vois, généralement, les stratégies. Ce qu'il faut bien comprendre. Alors, ça, c'est un truc, je déviens un tout petit peu du sujet, mais pro type, entre guillemets, type pour draft. Quand vous avez un jeu meule en face de vous, une des erreurs à faire, c'est de se dire, ah, il faut pas que je pioche parce que sinon je vais te meuler plus vite. Mais c'est pas la bonne approche de la chose. La bonne approche de la chose, c'est de se dire, je vais piocher tellement vite mes bonnes solutions qu'il n'aura pas le temps de me meuler parce que je l'aurais tué avant. Si tu commences à limiter ton propre jeu parce que tu as peur d'être meulé, et ben t'auras plus de chances de perdre la plupart du temps. Quand on a un jeu meule, faut juste lui rentrer dedans parce que la plupart de ces cartes ne servent que à meuler, ils n'auront aucun impact sur la table. Donc plus tu pioches de cartes, plus tu fais de CA sur lui, plus tu l'agresses et plus vite se terminera la partie. Si tu ne pioches pas, il a moins de choses à gérer, donc ce sera plus facile pour lui de te gérer. Ça sera plus long, mais ce sera plus facile. Voilà. Alors là, à ce moment-là, oui. Mais même dans ces situations-là, Tartiflette, tu vas vouloir essayer d'aller piocher la carte qui va débloquer tout. Aucune carte dans ton deck qui débloque la situation et qu'en plus de ça, il peut te meuler. Bon, à ce moment-là, tu fais partie d'un 1, 2, 3% des parties, quoi. Encore, je pense que je suis assez gentil. Peut-être que, je sais pas, mais moi ça m'est pas arrivé en tout cas. Très très peu. Très 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 peu. C'est marginal, on va dire, donc on parle. Non. Non. Ma réponse resterait non, même avec un contre-exemple. Ok, allez, je passe à ma conclusion. Donc, le CA, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, je vais simplement me contenter de lire parce que je pense avoir bien dit les choses. Donc, le quart d'avantage, le concept le plus important à connaître, respecter, maîtriser et travailler. Ça fait 4 verbes, mais c'est très très important de se rendre compte que c'est vraiment la chose la plus importante. Si vous n'avez pas conscience de la valeur de vos cartes, du CA que vous allez générer ou que vous allez perdre à chacune de vos actions, c'est qu'il vous manque quelque chose dans les jeux de cartes et que vous pouvez encore progresser à ce niveau-là. Donc la deuxième chose, c'est efforcez-vous de toujours vous demander si votre action vaut la peine, si elle ne vous met pas en danger et si vous tirez le maximum d'une carte ou d'un sort. C'est ce qu'on disait. Est-ce que ma carte, je la value à la hauteur de la sienne? Est-ce que quand je joue ma carte pour gérer la sienne, est-ce que ça le vaut vraiment? Est-ce que j'y perds pas? Est-ce que j'y gagne? Comment ça se passe? Et dernière chose, offrez-vous ça recoupe un petit peu ce que j'avais dit à la première émission et ça finit un petit peu la trilogie là-dessus. Encore une fois, le jeu de cartes, c'est s'offrir le maximum d'options tout en diminuant, voire même contrôler celle de votre adversaire. Encore une fois, si vous arrivez à amener votre adversaire où vous voulez, si vous arrivez à lui faire prendre le mauvais plan de jeu ou le plan de jeu que vous voulez qu'il prenne, vous avez de fortes chances de gagner. Bah écoutez, c'est fini pour cette entre guillemets trilogie là sur les concepts basiques du jeu de cartes. J'espère que cette trilogie vous a bien plu, que vous avez soit appris des choses, soit que vous avez pu mettre des mots sur des concepts que vous mettiez déjà en place, mais vous n'arriviez pas à cerner les choses, à les nommer, à les palper, vous n'arriviez pas à voir un petit peu. J'espère que ça vous a bien aidé.
La semaine prochaine, je ferai une émission sur l'intuition dans les jeux de cartes. Vous verrez que c'est très important. Et c'est généralement ce qui sépare un joueur pro, un joueur top player d'un joueur qui est juste en dessous.